Si vous avez plus de 30 ans, il est très probable que vous ayez déjà eu en votre possession ce genre de t-shirt. C'était peut-être la marque préférée de votre adolescence, Juste là, il y a les pantalons, là-bas, il y a les chemisiers. ou de celle de votre mère, selon votre âge. Mais l'heure a sonné pour Jennifer, cette marque qui vient de célébrer ses 40 ans. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'une marque reine des galeries marchandes dans les années 90-2000, qui s'est finalement crashée après une longue descente aux enfers. Quand, avec Shein, on propose des produits à 3 €, il est impossible dans ces enseignes de pouvoir être efficace. Bienvenue dans notre nouveau business drama. Jennifer a été placée en liquidation judiciaire le mois dernier et ses 220 magasins sont menacés de fermeture. Pour mieux comprendre comment la marque en est arrivée là, il faut faire un petit retour en arrière. Jennifer, fondée en 1985, avait tout pour plaire à l'époque. Des magasins partout, un nom à consonance américaine, comme on en donnait de plus en plus aux enfants français à l'époque, et une DA ultra reconnaissable, même si parfois discutable. Jennifer, c'était un peu la grande sœur ou la copine avec qui on prenait son indépendance. Aller dans ces boutiques, c'était un peu un rituel d'initiation, où on allait acheter nos premières fringues sans nos parents. Là-bas, il y a les chemisiers. Et puis là, il y a les petits pulls à manches courtes. Tu connais par cœur apparemment. Oui, pratiquement. Bon, et il y a autre chose qui a permis à Jennifer de cartonner jusqu'au début des années 2000. Il y avait beaucoup moins de concurrence. 3 grosses enseignes ont concurrencé l'offre de Jennifer. Yann Rivaud-Allan est président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin qui représente les intérêts du secteur. Évidemment, Zara et toutes les entités du groupe Inditex, comme Pull & Bears par exemple. Deuxièmement, le développement d'H&M. Troisièmement, le développement de Primark. Avec l'arrivée de nouveaux venus, le concept de Jennifer s'essouffle. Ces nouveaux concurrents disposent d'avantages qu'elle ne possède pas. Une capacité à renouveler les collections beaucoup plus rapidement, des surfaces de vente plus grandes ou encore des prix plus bas. Et puis, Jennifer peine à renouveler son image, qui aurait besoin d'être un peu rafraîchie. Ses clientes originelles vieillissent et aller chez Jennifer, c'est plus vraiment à la mode chez les collégiennes. En 2018, face à une faible rentabilité, la marque est reprise par Sébastien Bismuth, l'ex-PDG d'Undies. Et ce dernier est bien décidé à donner un coup de jeune à l'enseigne, grâce à une campagne marketing très audacieuse et très second degré. Ok, Jennifer c'est devenu ringard, mais plutôt que de faire semblant, on l'assume. Porter du Jennifer, c'est la honte, mais ça, c'était avant. Jennifer devient Don't Call Me Jennifer, une façon de couper les ponts avec l'ancienne identité. La marque lance aussi le concept de zéro étiquette. Objectif, casser les préjugés, d'abord ceux sur Jennifer, mais aussi ceux sur les jeunes générations. Sans parler de collab avec les plus grandes créatrices de contenu fashion du moment. Et ça semble marcher. Est-ce qu'on en parle du glow-up de chez Jennifer? Regardez toutes les pépites que j'ai trouvées, c'est incroyable. Mais redorer son image, ça ne suffit pas pour être rentable. Plusieurs événements viennent plomber Jennifer. Le premier, en 2020. Obligée de fermer ses magasins et son site de e-commerce pendant plusieurs semaines, c'est le coup de massue pour la marque. D'autant plus que de nouveaux géants de la mode, notamment venus de Chine, continuent, eux, de livrer. Face à des adversaires comme Shein ou Temu, c'est un peu David contre Goliath. Quand, avec Shein, on propose des produits à 3 € versus un prix normal qui doit être de 10 ou de 15 €, il est impossible dans ces enseignes vis-à-vis d'une jeune clientèle qui recherche avant tout le prix parce qu'elle a un pouvoir d'achat faible, de pouvoir être efficace, de pouvoir être assez puissante pour pouvoir attirer cette clientèle. Ajoutez à cela la guerre en Ukraine et l'explosion des coûts des matières premières et de l'énergie, c'est chaud. En 2023, face à de graves difficultés financières, Jennifer est placée en redressement judiciaire. Avec l'arrivée du groupe chinois Sinoprod comme nouvel actionnaire et l'injection de 15 millions d'euros dans l'entreprise, l'enseigne tente son dernier coup. Don't Call Me Jennifer redevient Jennifer. En réalité, tout le monde continuait de l'appeler comme ça. Le logo change, le catalogue aussi, on refait appel à des influenceuses et on tente des trucs, comme vendre des livres de romance pour jeunes adultes en magasin. Et les consommatrices semblent adhérer, mais ça ne suffit pas. Le 30 avril 2025, Jennifer est placée en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Bobigny doit rendre sa décision sur l'avenir des magasins le 12 juin. Mais est-ce que Jennifer aurait pu faire mieux? On l'a vu, il y a quand même pas mal d'éléments extérieurs qui l'ont bien plombée. Elle n'est d'ailleurs pas la seule marque à avoir été liquidée ces derniers temps. On peut citer Camailleux, San Marina ou encore Caporal.
Toutes ces enseignes font partie du prêt-à-porter milieu de gamme, qui connaît une véritable crise ces derniers temps. Trop cher par rapport à Shein et pas assez quali, ou en tout cas différenciant, par rapport au haut de gamme. Et avec des productions souvent délocalisées en dehors de l'Europe, on ne peut pas vraiment dire que ces marques soient vertueuses, que ce soit socialement ou écologiquement. Elles subissent donc aussi la concurrence de marques plus durables et de la seconde main. Bon, mais revenons à Jennifer. Aurait-elle pu éviter le désastre? Il y a énormément de travaux qui auraient pu être lancés il y a maintenant près de 30 ans. Je prends par exemple le site d'Etam. Il était en ligne à partir des années 2000. Et Jennifer a su le faire à partir de 2010. Est-ce qu'elle aurait pu avoir une vision plus durable? Oui, mais est-ce que la clientèle à cet âge-là est vraiment propice à vouloir acheter un produit plus cher s'il est plus durable? C'est beaucoup plus complexe que cela. En ciblant les jeunes, contrairement à des marques plus familiales comme La Halle ou Kiabi, Jennifer faisait face à une difficulté supplémentaire. Une clientèle jeune, évidemment, à la fois très exigeante et avec une contrainte très forte sur le prix, et là aussi une concurrence beaucoup plus accrue d'enseignes comme Shein et Temu qui s'adressent directement à cette génération. Pour lutter contre les petits colis en provenance de Chine, la Commission européenne a proposé d'ajouter des frais de 2 € sur ces envois. Plus globalement, la France réfléchit aussi à taxer la fast fashion, notamment pour réduire son impact environnemental. C'est toute une industrie qui doit se réinventer. Bon, et si vous aussi vous êtes nostalgique de Jennifer, partagez-nous votre pièce préférée en commentaire, on ira regarder. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour notre travail. À bientôt. Top. Ça va? Ouais, je crois que c'est bon, je cut.